La place Po'i Kalon, ou piédestal du Très-Haut, comprend la médersa Mir-i arabe et la mosquée Kalon avec son minaret en forme de javelot. Il y a à peine 25 ans, c'était le marché au coton où se bousculaient chameaux et acheteurs bigarrés. On ne peut pas visiter la médersa Mir-i arabe. La façade est flanquée de piliers d'angle ou gouldasta. Les deux coupoles de jade marquent la salle d'études et la mosquée. Les fenêtres sont fermées par des mouchards habillés. La médersa Mir-i arabe, du nom du conseiller spirituel Abdullah du Yémen, prince des Arabes, fut construite en 1535. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'enseignement se concentrait sur l'écriture et les mathématiques. De nos jours, la médersa forme des imams sur un cycle de 5 ans. Coran, théologie, arabe, l'enseignement est à la pointe de la renaissance musulmane du pays. Le minaret Kalon, haut de 48 mètres, est le plus ancien de Boukhara. Il fut construit en 1127 par le khan Arslan sur les débris d'un minaret de bois datant de l'an 919. Gengis Khan, impressionné par cette flèche verticale si étrangère à son environnement de steppe, s'inclina devant le minaret et l'épargna lors du sac de Boukhara en 1219. Ce nid d'aigle permettait d'appeler les fidèles à la prière, mais aussi de surveiller les armées ennemies loin sur l'horizon. Avec un feu allumé à son sommet, il était le phare qui guidait les caravanes avançant dans le Karakoum. Il servit aussi à l'exécution des criminels notoires, enfermés dans un sac et jetés du haut de la tour après l'énumération de leurs crimes. Le décor bleu soulignant la lanterne est probablement la première majolique colorée de Transoxiane et elle date de 1127. Détail de la façade Mir-i arabe, l'un des dômes, vue de l'intérieur. Cette petite coupole aux mouchards habillés est le dos du marché Kalon. À l'intérieur de la mosquée Kalon. Ici, le grand portique est, entrée principale, avec ses deux dômes et le minaret. Il y a 7 portes qui donnent sur l'extérieur. La grande mosquée sert de mosquée Juma ou du vendredi pour toute la ville. La vaste esplanade peut accueillir 10 à 12 000 personnes, bien que les fidèles ne soient plus maintenant qu'un petit groupe dans le grand sanctuaire. L'édifice actuel, rebâti en 1514, est construit sur les vestiges des précédents. Le premier date de l'an 795. Chaque petit portique est décoré de majoliques et tous les décors sont différents. Ici, c'est un motif de type Samarcande, bien que les couleurs soient celles de Boukhara. Le mur ouest abrite le nouveau mihrab aux mosaïques dorées, embelli par le Cheïbanide Ubdaïdoullah. Le coq gombaz, grand dôme bleu, domine le portique par derrière, et devant, le pavillon octogonal de facture tardive. Il servait peut-être à masquer l'ancien puits aux ablutions, ou peut-être comme relais entre l'intérieur et l'extérieur de la mosquée lors des prières. Et voici le mihrab de 1541. Sous la coupole, l'acoustique est exceptionnelle.
Le minbar de bois, d'où l'imam dit les prières depuis les marches inférieures, les marches supérieures étant réservées à Allah. Depuis le mihrab, à travers la porte, un plan bien posé. Et quelques contre-jours de l'intérieur de la mosquée Calon. Un dernier regard sur les différentes sortes de majoliques, décor d'inspiration persane, la forme de la colonne également, fleurs stylisées, et l'on repasse devant la Madrasa Miri arabe avant d'aller vers le bazar Toki d'Argaron, sous la coupole aux bijoutiers, et devant une exposition de tapis. Fait un tour rapide, bijoux, tapis, poupées ouzbek, instruments de musique. Jadis, il y avait toujours des bains à côté des coupoles marchandes. Si les négociations étaient trop difficiles, on les poursuivait dans l'ambiance chaude, relaxante et parfumée du bain, supposée attendrir le vendeur. Il y avait aussi des ateliers de fabrication pour les bijoux faits à la demande, au hasard des pierres qui circulaient. Instruments traditionnels, démonstration. Des poires à épices, des pierres dures. Les bijoux ouzbeks sont de vraies dentelles, des filigranes légers de motifs traditionnels. Les bijoux turkmènes sont beaucoup plus lourds, ornés de pierres dures. Exemple de filigrane. Les diadèmes de mariage sont très saillants. N'est-ce pas, Olga? Pectoraux et diadèmes, clochettes et hochets en argent du pays sont surtout pour les fêtes et les touristes maintenant. Toutes les pierres turquoises et cornalines ici sont importées d'Inde. Et les fameux hochets.
Rubob. Nappes et coussins brodés, certains dans un triste état. Ciseaux et couteaux, motifs au fil d'or. Et un reste d'atelier de joaillier. Pour les achats, on verra demain, la nuit porte conseil. La médersa Abdul Aziz Khan est inachevée car son constructeur fut assassiné pendant la construction. Elle porte encore les traces des somptueuses peintures murales non restaurées de jadis. Les stalactites ornées d'étoiles dans des tons rouges absolument étrangères au style de Boukhara. La décoration est d'inspiration sino-perse, insolide et audacieuse pour l'époque. Dans le hall donne l'ancienne salle de conférence et la mosquée. Les majoliques de la cour sont du XVIIe siècle. La salle de conférence est devenue une boutique. Les stalactites iroquois sont décorées de ganches de style iranien, fleurs, branches et arbres. Sur le mur, un paysage chinois tout estompé. Joseph, écroulé de chaleur et de fatigue, les réservoirs d'eau potable des Tartares accrochés au mur. Ils s'accrochaient aux selles des chevaux. Juste en face, la mosquée. En passant, coup d'œil sur le caravansérail de la cour. Dans la mosquée, d'architecture persane, le mihrab. Les visites officielles sont terminées pour aujourd'hui. Petite promenade dans le soleil couchant en attendant le repas. La médersa d'Ulugh-Beg date de 1417 et fut bâtie sur ordre de Tamerlan. Elle a été en activité jusqu'à l'époque soviétique. Sa particularité était d'avoir des étudiants hommes et femmes, celles-ci rentrant chez elles le soir. Le décor de la façade reflète les goûts de Tamerlan, des étoiles rappelant l'astronomie, des inscriptions faisant l'éloge de la quête du savoir ou de la sagesse pour les hommes comme pour les femmes, rare pour l'époque. La frange torsadée qui décore le tour de la porte est de style samarcande.
Au passage, le mémorial d'Abdullah Khan, déserté à cette heure, sauf par un musicien mélancolique. La fontaine en terre cuite est l'enseigne de la boutique du potier juste en face. Et dans la lumière du soir, sans retouche, les bâtiments modernes de l'hôtel Chakristan. Au petit matin, vue sur la cour de l'hôtel Omar Khayyam à Boukhara, là où nous allons prendre le petit déjeuner tout à l'heure. L'hôtel est bâti comme une médersa, cellules oujra, décor ganche, colonnade de bois et véranda d'été incluse. Sur la route du mémorial samanide, on croise un bassin devant la mosquée, des bâtiments modernes, presque banals, puis une puissante construction qui annonce des médersas jumelles qu'on visitera plus tard. Et juste derrière, en contraste absolu, la réalité quotidienne de l'Ouzbek moyen. La ville de Boukhara aurait été fondée par un prince perse vers le 5e siècle avant Jésus-Christ. Son nom actuel provient d'un terme sanskrit, Vikara, qui signifie monastère. Dans l'ancien parc Kirov, rebaptisé Samani, se trouve le mausolée d'Ismaïl ibn Ahmad, fondateur de la dynastie samanide au 9e siècle de notre ère. Ismaïl Samani offrit à Boukhara son âge d'or commercial et culturel, et son rayonnement spirituel attira lettrés, poètes et scientifiques pendant toute une période. Ce fut d'une renaissance totale de l'art persan et des sciences islamiques, et à cette époque, la ville comptait 300 000 habitants, soit plus qu'aujourd'hui. Ce mausolée est conservé en l'état depuis le 9e siècle. C'est un cube de 10 mètres de côté, aux 4 façades identiques, surmonté d'un dôme semi-sphérique et de 4 petites coupoles aux piliers d'angle. La richesse des motifs de briques alternant ombre et lumière, tirant parti des rayons changeants du soleil, donne à cet édifice toute sa beauté et sa majesté. De plus, la structure des murs confère à l'ensemble une résistance sismique exceptionnelle. L'architecture comprend des éléments d'origine sogdienne, les grands piliers d'angle, mais aussi sassanides et zoroastriens, les soleils circulaires, sous la forme de l'édifice, le cube représentant la Kaaba ou terre, et le dôme représentant le ciel ou univers. Les fenêtres de l'étage de transition éclairent et ventilent l'intérieur du bâtiment. Il ne reste qu'un cénotaphe dans ce mausolée maintenant menacé par la remontée de la nappe phréatique.
Mais le ministère des Affaires étrangères britannique finance les travaux de conservation de cet édifice millénaire. Et le décor intérieur, si riche et si harmonieux, rien qu'avec de la boue. Assemblée de femmes venues demander la réalisation de leurs souhaits, après avoir fait 7 fois le tour du mausolée. Ce gamin travaille le cuivre repoussé avec le même geste que ses ancêtres il y a au moins 500 ans. Au loin, l'édifice moderne dédié au plus célèbre personnage de la ville, le mémorial Al-Bukhari. Assis sur les marches du mémorial, nous voyons se lever un vent chaud qui entraîne la poussière en tourbillon, ce qui n'empêche pas les mendiants de tous âges de nous importuner. En face, le mausolée Chama Ayoub, ou source de Job. Une année de grande sécheresse, le prophète Job aurait fait jaillir une source d'un coup de bâton dans la poussière. Le mausolée abrite le musée de l'eau. De loin, ce mausolée ressemble à une forteresse, austère et dépouillée. Sa haute coupole conique fut édifiée par Tamerlan en 1380 et ressemble aux tentes des nomades du Khorezm. Il recouvre un second dôme sphérique, ce qui fait qu'à l'intérieur, les 4 salles sont identiques. Les 3 autres dômes ont été rajoutés au XVIe siècle. Le dôme principal, stylisé, et les dômes secondaires identiques, et la vieille porte avec les sculptures traditionnelles. Les pèlerins viennent ici boire de l'eau de cette source légèrement saumâtre et considérée comme bénite. À côté, un cénotaphe dans une salle entourée de poteaux portant des queues de yak ou de chevaux qui symbolisent la sainteté. La fresque murale raconte la légende et la pièce est décorée comme un intérieur ouzbek. La thématique de l'eau, si importante dans le désert, n'est expliquée qu'en russe et ouzbek, dommage. Modèle de réservoir d'eau couvert de dômes en terre cuite. Une dernière vue de la place et nous partons dans les rues du quartier populaire. Vues diverses de boutiques de rue et de la boucherie du quartier. Au moins, les viandes sont protégées par des enveloppes de plastique parce que les mouches ne manquent pas.
Un genre de suricates naturalisés. Ici, on les appelle des iselles. Et la dégaine du boucher, oh là là! La mosquée Bolo House, ou mosquée près du bassin, date du XVIIIe siècle. C'est une mosquée Juma et c'est la véranda d'été extérieure. Les pèlerins étaient logés au premier étage des cellules Oujra. Derrière se trouve la place du Régistan, ou place de sable, maintenant livrée à la circulation et aux boutiquiers. Là-bas, la forteresse de l'Arc. Les colonnes sont de type ispahan avec des chapiteaux imités des colonnes corinthiennes devant la façade restaurée qui a retrouvé toutes ses couleurs et les magnifiques plafonds repeints. À l'intérieur, le mihrab, entièrement rénové et doré. Un des pans de l'arc est en cours de réparation. Sur l'ancienne place du Régistan, un ancien château d'eau a été transformé en restaurant. L'ascenseur ne fonctionnant plus, c'est à pied qu'on monte admirer le panorama. Ça, plus le violent vent de sable qui souffle aujourd'hui, les volontaires sont peu nombreux. L'ancienne place des exécutions, marché aux esclaves, rendez-vous de tous les commerçants de la ville, n'est plus qu'une grande place vide, d'où même la statue de Lénine a disparu sans être remplacée. La première forteresse de l'Arc attestée historiquement date du 7e siècle. La porte de l'Ouest, édifiée par Nadir Shah en 1742, contient 2 bastions reliés par un balcon garni de 6 fenêtres. Les restes de la muraille s'étendent en une suite de points et de traits qui délimitent le bazar. Ce sont les vestiges de fortifications longues de 25 km, jadis hautes de 10 mètres et épaisses de 5, qui mettaient le sacristan à l'abri du désert et de ses nomades. Là-bas au loin, on aperçoit la mosquée Kalon, avec son minaret, et le dôme Kok Gombaz, et en face la médersa Miri arabe. On quitte l'Arc qu'on visitera plus tard. Et en route vers les faubourgs de Boukhara où se trouve le Chor Minor. Encore une statue de terre cuite, c'est la spécialité du pays. Et des édifices traditionnels. Ici, on croise de nouveau la réalité. Rue de terre battue, tuyaux de gaz, fils électriques qui courent sur les murs et sautent d'une maison à l'autre. Les étages poussent un peu anarchiquement. Le quartier est assez pauvre et certainement dangereux.
Le Tchor Minor est l'édifice le plus étrange de Boukhara. Il ne date que de 1807 et son nom signifie 4 minarets. En fait, il s'agit du corps de garde d'une ancienne médersa dont il ne reste que 3 cellules oujra et le bassin Aouz dans la cour sud. Les 4 piliers couronnés de dômes décorés tous différemment n'ont jamais été des minarets. Et la salle sous la coupole est maintenant une boutique dans la cour. Le bassin Aouz de la cour sud. On dirait une chaise renversée. Mais quelque chose d'élégant reste malgré tout. Et là, les ruines de l'ancienne mosquée. Le groupe écoute sagement les explications de notre guide Olga. Gros plan sur les dômes et leurs décors bleus. « 1968 est la date de la dernière remise en état du monument. À l'intérieur, la clé de voûte du dôme de la boutique. Tissus et vêtements traditionnels, céramique comme dans tout le bazar. Et comme partout, ces céramiques sont très fines, les couleurs sont très belles, les bleus et les verts de Boukhara. Au milieu des ruines de la médersa, le pommier qui donne imperturbablement ses toutes petites pommes cuites par le soleil. Et la mouche arabiée aux couleurs de Boukhara, l'ocre du désert sans fleurs ni verdure et le bleu de l'islam. Repas chez l'habitant avec le colombier, traditionnel des maisons aisées, le bouquet central porte-bonheur de style persan, le plafond peint avec ses larges poutres et ses traverses est d'inspiration chinoise. Le décor, bien que moderne, suit de près les règles de l'esthétique ouzbèque. Les inspirations sont très variées. La collection de théières de style chinois toujours. Tout le monde s'est déchaussé et l'on nous sert les fameux petits plats traditionnels, en général délicieux. Mais certains souffrent de la maladie des touristes
et regarde tristement ses plats interdits. En route vers la médersa Nadir Divan Beghi. Le Divan Beghi, ou grand vizir, Nadir, avait fait construire vers 1630 un splendide caravansérail dont il espérait bien tirer de gros profits. Mais l'imam Kuli Khan, voyant le magnifique bâtiment, félicita Nadir pour la piété qu'il lui avait fait construire cette médersa. Nadir dut faire ajouter les tours d'angle pour que le caravansérail devienne une véritable médersa, mais il y manque toujours la mosquée et la salle de lecture. De plus, les thèmes des mosaïques du portail sont peu religieux. Les deux oiseaux simurgues tenant une hase dans leur serre, le soleil à face mongole, sont des thèmes figuratifs étrangers à l'islam. De même que la profusion de thèmes et de motifs fleuris, sans doute une manifestation de la mauvaise humeur du Divan Beghi. Depuis, les cellules Oujra ont été transformées en boutiques et la médersa Nadir Divan Beghi est redevenue le caravansérail qu'elle aurait toujours dû être. Les coussins aux motifs traditionnels de piments stylisés portent bonheur. En sortant de la médersa, une fontaine à sec en forme d'étoile et une statue de Nasreddin Kodja sur son âne séparent la médersa de la Kanaga, mosquée cruciforme entourée de 4 cellules Oujra pour les saints pèlerins mendiants. Nasreddin Kodja, avec sa pièce d'or entre les doigts et son sourire malin, est un héros à la fois rusé et comique, idiot et plein de sagesse populaire. Son âne aussi est célèbre. Il est le protecteur des commerçants et des petites gens. Autour du bassin Aouz qui fait face à la Kanaga, une caravane en terre cuite. Et son petit mendiant joyeux.
la maison des canards et une vue rapide sur le restaurant au bord de l'eau où nous avons dîné hier soir. La Kanaga de Nadir Divan Beghi. C'est devenu une boutique comme bien d'autres monuments et on y vend des lutrins en bois sculpté, dans la mosquée, le mihrab, les plafonds, les murs sont peints de couleur à l'huile, ce qui est extrêmement rare. Et ces couleurs sont restées très fraîches. Ici, toutes les peintures ont disparu. Seul le côté de la mosquée a été épargné. Et on expose les tapis dans la mosquée au pied du mihrab peint. Des peintures sur soie représentant des fables orientales. Un arsymbole d'eau. Une céramique russe au milieu des motifs ouzbeks. Et au milieu des plats, des fragments de majolique qui sont vendus comme étant des originaux. C'est interdit évidemment, mais ils ne sont peut-être pas faux pour autant, qui sait. La mosquée Magok-i-Atari date du XIIe siècle. Elle fut construite sur les vestiges d'un monastère bouddhiste, d'un temple zoroastrien et d'hôtels païens remontant à plus de 2000 ans. Magog signifie fouille, Atari signifie marchand d'herbes médicinales. Le portail sud est remarquable et utilise toute la gamme des techniques décoratives. Coupole de briques, ganches sculptées, briques polies, carreaux de terre cuite et mosaïques. Il abrite le musée du tapis qui y présente un attirail de fauconniers et d'égyptières en plus des tapis arméniens et turkmènes. Sur l'autre façade, plus allégée, on trouve de fines colonnes surmontées de lanternes ouvragées et coiffées de petits dômes coniques bleus. Un ancien bassin, maintenant plein d'eau croupie, fait face à la médersa Gaoukoutchan, construite sur un ancien abattoir, d'où son nom. Gaoukoutchan signifie celui qui tue les bœufs. Elle abrite un atelier de métal ciselé.
En face, le minaret Gaokuchan appartient à la mosquée Juma Koja. Promenade dans les rues de Bukhara. Un joli passage protégé abrite le ministère de la Culture et des experts. Et voilà le caravansérail Alim Khan. Le souk des marchands de tapis sous la coupole des chapeliers Tok-i Tilpak Furushon, où l'on vend aussi des calots brodés de fil d'or. Dans ce dédale, de magnifiques tapis. Le Soussani, devant lequel je m'arrête, mais qu'on ne pourrait pas passer en douane. Des tapis de soie et des tapis au décor moderne. Le groupe écoute les explications d'Olga dans la galerie d'Abdullah Khan tout en buvant le thé. Les joueurs de jaquet, je ne sais pas comment ça s'appelle ici. Un chapeau fantaisie brodé du piment traditionnel. En me promenant dans les galeries vides, je tombe sur le métier à tisser, rustique et ancien, et je m'embrouille un peu dans les fils. Dans la fin d'après-midi brûlante, les touristes ont déserté les rues. Les marchands rangent et s'en vont lentement. Nous partons vers la Médersa Modarikan, la mer du Khan, pour un repas en musique. La Médersa Modarikan fait face à la Médersa Abdullah Khan, celle du fils. Un coup d'œil sur la plaque pour mémoriser les lieux. Et je suis mes collègues à l'intérieur pour le repas. La décoration est sommaire, c'est un hôtel aussi. Et là-bas au fond, le mini-orchestre accorde ses instruments. Ce ne seront pas les instruments traditionnels.
Et tout en dégustant les habituels petits plats de légumes, nous écoutons une musique aigrelette d'inspiration russe. Jusqu'à la tombée de la nuit. Fin du deuxième jour à Bukhara.